Le déclin de la Chine offrit une autre opportunité pour l'étude sur la sinologie. Après le milieu du 19e siècle, la Chine est devenue semi-coloniale. Des savants et explorateurs des quatre coins du monde pouvaient s'y déplacer librement et y mener des travaux de fouilles archéologiques. Beaucoup de sinologues sont ainsi devenus explorateurs et de mystérieuses reliques culturelles se sont dévoilées devant eux. En fait, non seulement la Chine, mais presque toutes les civilisations anciennes étaient pillées à l'époque, car aux yeux des Occidentaux, ils sauvaient les échantillons de culture. Ces voleurs sont devenus néanmoins des protecteurs et des chercheurs sur ces précieuses reliques après leur rapatriement. Pour ce paradoxe historique, il faut avoir une analyse rationnelle et dialectique. Il s'agissait de dossiers archéologiques collectés par Stein lors de ses 2 expéditions en Asie centrale, y compris une partie des manuscrits de Dunhuang extrêmement précieux. Mais pourquoi ce Britannique donnait-il ces précieuses reliques culturelles soigneusement collectées à son concurrent ? 当时就是20期初，英国的汉学家差不多没有，他们不懂古代汉语等等，也不懂佛教的文献，所以而且斯坦因有一个好处是他老是要学着看看他带回来的材料，他老要他们研究和发展他们的知识等等。沙凡当时可能是欧洲最好的古代汉语专家，所以斯坦因专门给他带回来的材料编一个目录。Chavannes est devenu le premier savant mettant de l'ordre et étudiant les répliques culturelles de Dunhuang et du Xinjiang. Un an après, il transmit ses traductions et annotations à Stein. En 1913, après négociations et modifications, ces documents ont été publiés par la maison d'édition de l'Université d'Oxford, intitulé « Texte en chinois découvert dans le désert du Xinjiang par Stein ». Osamu Oba, fondateur japonais de la science des tablettes de bambou, déclara « Après avoir vu les originaux, j'ai senti le talent du professeur Chavannes qui a publié ses interprétations sur les textes. Il a fait un grand effort, sa valeur est inestimable. » En effet, le talent de Chavannes provint de sa formation de sinologie orthodoxe. Pourtant, sans perception obtenue de ses visites sur place, Chavannes n'aurait pas pu devenir une autorité dans son domaine. Je pense que Chavannes est très particulier dans l'histoire de la sinologie française, dans la mesure où il est le premier à s'être rendu en Chine avec comme seule intention d'étudier la civilisation chinoise. Alors qu'auparavant, les personnes qui venaient en Chine le faisaient dans un but de missionnaire ou bien comme diplomate ou pour toutes sortes de raisons, mais sa raison première, c'était de comprendre, d'étudier la civilisation chinoise. Au début 1889, 4 ans après la fin de la guerre sino-française, à peine sorti de l'université, Chavannes fut envoyé par le ministère des Affaires étrangères à la légation de Beijing. Sa mission était simple, améliorer son chinois. Pourtant, cela ouvrit la voie de l'exploration de la culture chinoise pour Chavannes. 3 mois plus tard, avec l'aide de chercheurs chinois, Chavannes commença à traduire et à noter le chef-d'œuvre chinois de l'histoire ancienne, les archives des cérémonies du culte du ciel et de la terre de Shezi.
Et Chavannes donc s'est lancé le premier dans un travail de très grande envergure, qu'il n'a d'ailleurs pas pu finir parce qu'il est mort trop tôt, mais qui était donc la traduction intégrale du Chéty. La première traduction intégrale du Chéty en anglais est parue il y a 10 ans peut-être, c'est beaucoup moins ancien. Mais donc là, Chavannes et la France, donc, et le Collège de France, ont été vraiment pionniers. Quand on se tient au sommet du mont Taishan, on sent que tous les autres monts sont petits. En juin 1907, pour vérifier les enregistrements dans les archives des cérémonies du culte du ciel et de la terre, Chavannes et Alexiev sont montés sur le mont Taishan encore une fois. Alexiev fut un célèbre sinologue russe. Il fit ses études auprès de Chavannes à Paris et fut connu sous le nom de Aranlin, l'homme au niveau d'un académicien impérial. Dans son livre « Notes de voyage en Chine » en 1907, Alexiev décrit sa visite au mont Taishan ainsi. « Tous les moyens sont bons. Les maîtres pratiquent les rituels pour chasser les fantômes. Les gens pratiquent des rituels de sacrifice au Bouddha et aux 3 dieux taoïstes. Ils font des prières à tous les dieux et esprits. Il n'est pas nécessaire de réfléchir sur leurs expériences. Nous avons grandement bénéficié de la visite au mont Taishan. Le mont Taishan nous fait comprendre les raisons simples de l'existence des religions humaines. » Ils ont mis 2 jours pour monter sur le mont Taishan. Les nombreux temples, tout au long de la route, dédiés aux dieux de divers milieux, et même les mendiants, étaient devenus leurs expériences les plus intuitives pour comprendre la culture chinoise. Alors, ce qui est original dans la démarche de Chavannes, c'est qu'il a également utilisé les moyens les plus modernes de son temps, et en particulier la photographie. Et puis, un autre point qui est capital dans la démarche de Chavannes, c'est l'utilisation de matériaux qui traditionnellement ne sont pas utilisés en Chine, dans le but de comprendre la civilisation chinoise ancienne, c'est-à-dire l'épigraphie. L'épigraphie est la science des inscriptions. Elle vise à dévoiler la culture et les significations historiques cachées derrière des bronzes, des pierres, des bambous et autres objets culturels, en particulier les inscriptions des textes et des estampes. Comme les objets de Dunhuang, ces vestiges sont une précipitation de l'histoire et de la culture. Par rapport aux matériels imprimés en texte, ces matériels sont plus vifs. Chavannes accomplit une tentative subversive. Pour la sinologie en Europe, elle a donné naissance aux études en Chine en employant des méthodes de l'histoire moderne au milieu de la sinologie. Le dernier livre de Chavannes fut Tolondzienne, publié en 1919. C'est un rituel taoïste. Les anciens gravaient les textes de vœux sur le métal et la pierre, et puis ils allaient jeter les vœux inscrits sur les plaquettes métalliques, dans les grottes, les canyons et les sources, dans les monts et les fleuves célèbres, comme le mont Taishan. Ces plaquettes étaient surnommées dragons. Les gens pensaient que le dragon jeté avec les formules de prière pour les sacrifices pourrait transmettre les prières à l'empereur du ciel. Chavannes 就意识到，这个是在别的地方、别的文化是很罕见，可以说几乎没有。中国是对自然环境、对自然的这个灵有这不是人的灵魂，对自然的这个 spirit 灵魂有一种很深入的崇拜跟爱好。所以他就一定要知道是什么意思。En janvier 1918, Chavannes, 53 ans, meurt à Paris. Ce brillant érudit arrêta son travail quand ses études étaient les plus productives. Lire 10 000 livres, parcourir 10 000 lits est un vieux proverbe chinois. Les sinologues, avant Chavannes, restèrent toute leur vie au bureau pour étudier les œuvres classiques chinoises ou sentir la Chine lors de leur séjour sur place. À partir de Chavannes, cette situation a connu un changement fondamental. La méthode de recherche, combinant visite sur le terrain
et étude des œuvres est devenue l'arme magique de la sinologie française. Indépendante du cadre de l'orientalisme, la sinologie française est devenue aussi importante que l'égyptologie, l'hellénisme, la romanistique et d'autres disciplines spécialisées. En septembre 1918, quand le milieu académique de Paris était immergé dans la douleur de la perte de Chavannes, à Irkoutsk, en Sibérie, des milliers de kilomètres plus loin, connu comme le Paris de l'Orient, Marcel Granet était conseiller d'un commandant en chef en tant que sinologue de l'armée. Après avoir traité des affaires militaires, Marcel Granet termina son chef-d'œuvre d'étude de la culture chinoise, Fêtes et chansons de la Chine ancienne, dans son temps libre. Sur la page de garde, il écrit la dédicace pour commémorer Chavannes et Durkheim. Granet va dédier son livre à 2 personnes. Le premier sera Émile Durkheim, qui est sans doute le père de l'école sociologique française. Et le deuxième, c'est Édouard Chavannes, qui a été son maître en sinologie. Donc on voit bien comment ces 2 dédicaces sont significatives. À la fois l'analyse sociologique qui prime chez lui, et d'autre part, cette analyse s'appuie sur la critique traditionnelle, philologique, savante, évidemment, des lettrés chinois, comme l'avait pratiqué avant lui Chavannes. Au début, l'intérêt académique de Marcel Granet fut le féodalisme au Japon. Il étudia donc d'abord la Chine, dans les grandes lignes, mais son maître Chavannes lui conseilla « Il est nécessaire d'étudier la Chine pour faire des recherches sur le Japon, mais tu seras probablement impliqué profondément dans la sinologie. Tu n'arriveras peut-être jamais aux études sur le Japon. » En 1911, profitant d'une bourse gouvernementale, Marcel Granet commença sa visite en Chine. Cette année fut l'année Sinrai dans le calendrier lunaire. L'étincelle de révolution montra une tendance à mettre le feu à la plaine sur la terre de Chine. La monarchie féodale, vieille de 2000 ans, s'est effondrée. Et à l'occasion de la transition entre l'ancien et le nouveau régime, la Chine hésite à s'avancer. Mais Marcel Granet fut convaincu qu'un énorme noyau culturel s'y cachait. Il essayait de mettre de côté l'aspect matériel pour explorer l'ensemble de la culture chinoise et comprendre l'esprit et les coutumes du peuple chinois. Comme Chavannes l'avait prévu, la Chine est devenue tout pour Marcel Granet. Qui se pose comme question de ce que c'est qu'une société, de qu'est-ce que c'est que des rites, de qu'est-ce que c'est que la parenté. Et ces questions-là, il les transporte sur le terrain chinois, et donc il confronte ces questions à ce qu'il découvre de la Chine. C'est ça qui est fécond, c'est pas ? Qui est fécond parce qu'il n'est pas seulement un sinologue. En 1920, après avoir présidé la conférence culture chinoise à l'Université de Paris, Marcel Granet et Li Ruan, étudiants chinois, marchaient en se parlant jusqu'à la porte de la maison de Marcel Granet. Ils restèrent là debout pour se parler un moment, puis se dire au revoir. Plusieurs années plus tard, Li Ruan, devenu un savant célèbre, se rappela. Nous parlions de la comparaison entre les histoires mystérieuses chinoises et les mythes de l'ancienne Grèce. Je racontais une histoire chinoise et Marcel Granet citait une histoire grecque. Quand il racontait un mythe de l'ancienne Grèce, je parlais à tort et à travers des histoires chinoises pour comparer. Ce genre de conversation a duré jusqu'en 1924, quand Li Ruan retourna en Chine. Peu après, le livre « Danse et légendes de la Chine ancienne » a été publié. Il est considéré comme le chef-d'œuvre où Marcel Granet a mis le plus d'énergie.
qu'il étudie surtout les mythes, qu'est-ce qui correspondait à une pratique religieuse, à une pratique sociale, et quelles étaient les façons d'exprimer les sentiments à l'époque de la Chine ancienne. En juin 1940, la guerre balaya Paris. Face aux Allemands, la France et ses 3 millions de soldats capitula sous l'ordre de Pétain. Elle devint un pouvoir fantoche des nazis. Le 25 novembre, à l'entente de cette nouvelle, Marcel Granet meurt de colère à 56 ans. La sinologie française et européenne était emportée par le pouvoir extrême pendant la guerre. Les recherches académiques étaient limitées. Le milieu académique de Paris était couvert de brouillard. L'Académie des inscriptions et belles-lettres est l'institution supérieure académique des sciences humaines en France. 40 sièges d'académiciens sont prévus pour les savants extraordinaires en France. Depuis son établissement en 1663, les académiciens doivent porter des costumes formels pour participer à la réunion régulière. C'est une forme et un contenu en même temps. En 1944, une réunion régulière ordinaire ne pouvait débuter. Après une attente en vain, le président Henri Maspero était absent. En fait, au petit matin, le couple juif Henri Maspero fut arrêté pour être soupçonné d'avoir mené des activités terroristes par les nazis allemands. 因为我的专业研究对他比较怀有崇敬的心情呢，我就认为这个人的思维啊，跟中国的朴学的研究啊，就完全是这个是相通的了，也就是说跟钱家学者那种考证方法呢是完全一样的。我怀疑他学习中国经典的时候是很着力的，很努力的，所以他对中国的上古史、对中国的语言、对中国的宗教的研究都很深入了。En janvier 1921, Henri Maspero est devenu, après son maître Chavannes, conférencier principal de la conférence Langue et culture chinoise. Son premier cours fut la présentation des réalisations de recherche de Chavannes. Pour un savant, un bureau calme fait tout. Donc pour moi, Maspero, c'est le véritable pionnier des études taoïstes, non seulement dans plusieurs domaines assez techniques comme le Yangshan, le principe de nourrir la force vitale, l'alchimie taoïste, donc des domaines techniques qui n'étaient pas encore bien étudiés du tout à cette époque-là, mais aussi le canon taoïste dans son ensemble. Les recherches pionnières sur le taoïsme d'Henri Maspero furent éditées par ses collègues. Elles ont été publiées, intitulées « Œuvres inédites sur les religions et l'histoire chinoise ». Pourtant, Henri Maspero n'a pas pu voir ce livre. En mars 1945, soit 7 mois après son arrestation, Henri Maspero, très fatigué, tomba malade. Ses mains, qui furent familières avec les stylos, ne pouvaient plus prendre la pioche. Ce sinologue brillant meurt en silence dans l'humiliation. Les Alliés libéreront le camp de concentration Buchenwald moins d'un mois plus tard. Selon les mémoires de ses amis noués par cette même expérience, dans la cellule du camp de concentration, ce savant, amaigri, effané, conscient de son destin, racontait quand même joyeusement ses expériences en Extrême-Orient. En août 1945, l'aurore de la victoire se vit dans le monde entier. Paris était immergé dans cette joie après une longue absence. Cependant, à ce moment-là, le milieu sinologue parisien a pris une mauvaise nouvelle le 29 octobre.
Paul Pelliot ferma ses yeux pour toujours. 3 grands maîtres sinologues très influents français, après Chavannes, moururent successivement. Leurs morts causèrent un énorme vide pour la sinologie française qui était à son sommet. De plus, la guerre empêcha les communications sino-occidentales et les échanges humains. Le lien fut brisé. Les recherches sinologues devinrent insoutenables. Dans cet avenir si sombre, comment la situation pouvait-elle changer ? À l'approche du soir du 29 août 1944, soit 5 jours après la libération de Paris, le professeur d'Émiéville revint après sa promenade. Il fut surpris de constater un trou de balle dans le livre des RAN, Alimentation et marchandises, qu'il lisait. La sinologie française eut de la chance parce que la balle avait frappé le livre au lieu du lecteur. Professeur, un peu comme lui, arrivant en disant... 戴明威是出生在瑞士山区的洛桑，所以到了法国以后，他更加从事了这个跟这个法国当时著名的汉学家沙婉啊，还有这个梵学家列维这些人呢，去学了汉语，学梵文啊。后来呢，就是因为他在这个 学校毕业以后，他们当时就把他派到法国远东学院。这个他们是因为东方学家们研究中国一定要到实地，所以他这样子就从1921年的6月份到中国。Lors de sa première visite en Chine, d'Émiéville visita les grottes de Yungang, le cimetière de Confucius, le temple confucéen et le mont Taishan. La culture chinoise, riche et sophistiquée, suscita un grand intérêt chez ce jeune sinologue. En 1924, à la fin de son mandat, d'Émiéville accepta l'invitation de l'université de Xiamen et établit des cours très riches. La langue française, la civilisation indienne et l'histoire du bouddhisme, l'histoire des relations culturelles entre la Chine et l'Occident. Sur place, il rencontra Lu Xun, qui était également maître de conférences. Il a passé tout un temps à Koulagnu, près de Futoun, je crois. Et je me rappelle que M. D'Émiéville m'a raconté souvent comment, à Koulagnu, il avait rencontré Lu Xun, en me disant qu'il avait le souvenir de Lu Xun comme d'une personne qui était très capable, très érudite, mais avec un très mauvais caractère. C'est difficile de parler du travail de quelqu'un. Enfin, je pense que ce qui l'intéressait le plus dans le chinois, c'était la poésie et le bouddhisme. C'était quand même l'essentiel de son travail, la poésie et le bouddhisme. En automne 1946, à cause de la mort du professeur Henri Maspero, le poste de professeur de langue et la culture chinoise, vacant depuis 2 ans, fut assumé par d'Émiéville. Il fut le disciple le plus jeune de Chavannes. À ce poste, il a donné des cours pendant 18 ans. Il est connu dans le milieu de la sinologie française comme notre rayon. Pendant presque 20 ans après son retour à Paris, d'Émiéville a parcouru les documents de Dunhuang, collectionnés dans la Bibliothèque nationale de France. Son livre, Le Concile de Lhasa, est riche en documents. Les annotations sont détaillées. Il est considéré comme un chef-d'œuvre des études de Dunhuang, du bouddhisme et de la tibétologie. Ce livre est jusqu'à présent un livre à ne pas rater pour les chercheurs sur l'Inde médiévale, le Tibet et le bouddhisme chinois. En 1956, lors de la tenue du 9e colloque international de sinologie à Paris, d'Émiéville, qui était déjà une autorité en Europe, se familiarisa avec le savant hongkongais Zhao Zongyi dès la première rencontre. Après le colloque, il accompagna Zhao Zongyi pour visiter le château de Versailles, la tour Eiffel et lire des livres dans la Bibliothèque nationale de France où Zhao Zongyi a touché pour la première fois l'original des manuscrits de Dunhuang. Et donc, après Pelliot, c'est d'Émiéville
qui s'est intéressé à la publication du catalogue de ces textes. Et le catalogue des textes de Tuan Huang a demandé beaucoup de travail, parce que c'était très difficile de les cataloguer. Beaucoup de textes qui étates des textes manuscrits étaient difficiles à interpréter, à traduire. 他是常常跟我们来往，跟我们保持关系，就是饶宗颐，而且饶宗颐跟戴明维的友谊交流，跟一起研究发表东西啊，这个也是一个我们欧洲汉学一个很美丽的故事。 En hiver 1965, Zhao Zongyi alla encore une fois en France à l'invitation de Démiéville, au Centre national de la recherche scientifique. Il étudia spécialement les manuscrits des livres canoniques, les brouillons de peinture et révisa les airs de Dunhuang avec Démiéville. En 1971, le livre bilingue Airs de Dunhuang en français et en chinois a été publié en France. Il présente des matériels précieux pour les études sur les airs diffusés au centre de la Chine des régions de l'Ouest via Dunhuang et devient un chef-d'œuvre dans le monde entier. Maître Di Xianlin a dit une fois « Dunhuang se trouvait en Chine, pourtant l'étude de Dunhuang appartient au monde entier ». Depuis 200 ans, des savants de différentes générations se succèdent. La sinologie n'a pas été coupée par les guerres. En revanche, elle a été poussée aux limites culturelles encore plus lointaines grâce aux échanges et aux coopérations constantes. Les civilisations perdues sont retrouvées avec soin. 文化的发展是文化的交流，文化的交流就是文化的发展。如果没有发展，就没有交流；但是如果没有交流，就更没有发展。 Le plus grand vœu de Démiéville dans ces dernières années était de voir les paysages du pays natal de Xie Lingyun. Sa dernière conférence au Collège de France était la recherche sur Xie Lingyun. En 1966, Démiéville et Zhao Zongyi visitèrent ensemble les Alpes. Après cette visite, Démiéville écrivit un poème. Sombré dans mon rêve enfantin, je trouve que les monts ne sont plus les mêmes. Le bruit des eaux limpides est mon préféré. C'est encore mieux de trouver ces sources dans la montagne. À ce moment-là, il pensait toujours au paysage des poèmes de Xie Lingyun. À partir de Xie Lingyun, les poèmes paysagers sont devenus une grande école dans l'histoire de la littérature chinoise. Démiéville, avec ses connaissances et sa résolution, surmonta les difficultés et a fait d'abondants travaux pour le redressement de la sinologie française après la guerre mondiale. Une ère nouvelle approchait.